L'union incarne un symbole puissant. Nous, la jeunesse, devrions tirer des leçons de cette situation, apprendre à nous rassembler, à rendre effective l'intégration. L'époque où Washington et Paris pouvaient décider du sort de l'Afrique appartient désormais au passé. Durant des générations entières, les États-Unis et leurs alliés européens ont pris les rênes du destin de ce vaste continent, contrôlant son or, son uranium et son pétrole, dictant ses choix politiques et déployant leurs soldats comme si l'Afrique n'était qu'un simple échiquier pour leurs ambitions mondiales. Pourtant, au cœur du Sahel, une voix nouvelle s'est élevée. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré ne sollicite pas la liberté, il la saisit selon les propres conditions de sa nation. Des villages poussiéreux aux rues animées des grandes villes, un vent de changement souffle désormais sur l'Afrique. Les vieux accords sont déchirés. Les bases militaires étrangères ferment leurs portes. Ceux qui étaient censés se soumettre se redressent fièrement. Ils exigent que la richesse africaine bénéficie enfin à ces peuples. Il ne s'agit pas uniquement de politique. Nous sommes témoins d'une histoire en mouvement. Et la question qui se pose aux États-Unis est limpide. Saurons-nous reconnaître ce réveil et dialoguer honnêtement ou chercherons-nous à l'étouffer avant qu'il ne s'affirme? Si vous pensez que ce moment marque un tournant pour tout le continent, si vous estimez que des nouvelles africaines comme celle-ci comptent, abonnez-vous et restez à mes côtés jusqu'au terme de cette histoire sur le Burkina Faso, Ibrahim Traoré et un combat pour la dignité qui pourrait bouleverser le monde. Des décennies durant, le schéma était établi. L'Afrique fournissait les ressources et l'Occident empochait les profits. Des mines d'or du Burkina Faso aux champs d'uranium du Niger, en passant par les vastes réserves pétrolières du Nigeria, des milliards de dollars s'envolaient vers le nord chaque année. En échange, on promettait des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Dans de nombreux pays du Sahel, plus de 60% des routes rurales demeurent non goudronnées et l'accès aux services de base échappe encore à des millions de personnes. La présence militaire occidentale était vendue comme un rempart face aux groupes extrémistes. La France a lancé l'opération Barkhane en 2014. Pendant ce temps, les États-Unis élargissaient leur réseau de bases de drones et de forces spéciales. Pourtant, dès 2022, les attaques terroristes dans la région s'étaient multipliées de façon spectaculaire, forçant plus de 2 millions d'individus à fuir leur foyer, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Au lieu de la sécurité promise, ces nations se sont retrouvées dépendantes des armées et de l'aide étrangère. Voilà le système que le président Ibrahim Traoré a trouvé en prenant les rênes du Burkina Faso en 2022. Plutôt que de perpétuer l'ordre établi, il a agi promptement pour le déconstruire. Au début de 2023, Traoré a sommé les soldats français de quitter le pays, déclarant « Vous avez échoué à nous protéger des terroristes, alors c'est nous qui assurerons votre défense ». Cette prise de position audacieuse a fait l'effet d'un séisme en Afrique et au-delà. Le Mali et le Niger ont emboîté le pas, créant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une alliance fondée sur la défense mutuelle et la solidarité politique. Au cœur du projet AES, on trouve le rejet de l'idée selon laquelle les nations africaines doivent dépendre de Washington, Paris ou Bruxelles pour survivre. Les alliances se sont réorientées sans attendre. Plutôt que de chercher le feu vert des capitales occidentales, le Burkina Faso s'est tourné vers Moscou pour la formation militaire, l'acquisition d'armes et la coopération stratégique. Du point de vue de Traoré et de ses partenaires, la Russie n'était pas là pour imposer sa volonté, mais pour fournir des outils d'autonomie véritables. Mais ce changement visible n'était que le reflet d'une transformation beaucoup plus profonde, de celle qui bouleverse les fondements d'un continent et force l'Occident, notamment les États-Unis, à affronter une réalité inédite. Dès le milieu de l'année 2023, les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey n'étaient plus silencieuses. Des dizaines de milliers de citoyens envahissaient les places publiques, brandissant les drapeaux nationaux et scandant les noms de leurs dirigeants. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Etiani. L'atmosphère était électrisante. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple avait le sentiment que ses leaders parlaient en son nom, et non pour des puissances étrangères. Au Burkina Faso, où près de la moitié de la population a moins de 18 ans, les rassemblements vibraient de l'énergie d'une génération qui, ayant grandi sous une influence étrangère constante, rêve aujourd'hui d'un avenir vraiment souverain. Des cultivateurs venus des villages reculés se tenaient côte à côte avec des étudiants des universités de la capitale. Les coopératives féminines déployaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Notre or pour nos enfants, pas pour la France ».
La portée symbolique de ces gestes était saisissante. Dans le Sahel, une région où, selon les Nations Unies, plus de 10 000 vies ont été fauchées par les conflits au cours des 3 dernières années, la population osait braver la peur et afficher publiquement son engagement. Partout sur le continent, les médias africains retransmettaient ces manifestations en direct, les présentant comme le pouls d'un mouvement pour la dignité et l'autonomie. Lorsque Ibrahim Traoré est monté sur l'estrade lors de l'un de ces rassemblements, ses paroles ont résonné intensément. L'indépendance, c'est maintenant, pas demain, ni dans 10 ans, mais aujourd'hui. La foule a exulté, leur voix résonnant dans des rues autrefois réservées aux défilés militaires sous des drapeaux étrangers. Ce jour-là, le Sahel n'était plus simplement une région en crise, il devenait le centre névralgique du combat africain pour la souveraineté. Ce basculement n'a pas échappé à Washington, Paris ou Bruxelles. Les rapports des services de renseignement occidentaux ont commencé à mentionner un réalignement stratégique au Sahel, avec le Burkina Faso au cœur de cette dynamique. Les diplomates ont averti que l'alliance entre les États du Sahel pourrait fragiliser l'influence de l'OTAN en Afrique et ouvrir la porte à une implication plus profonde de la Russie et de la Chine. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des sanctions économiques ont été décrétées, limitant l'accès aux prêts internationaux et gelant les avoirs publics à l'étranger. Des interdictions de voyage ont visé les hauts responsables des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Les aides au développement, longtemps conditionnées à la conformité politique, ont été suspendues ou redirigées. Dans des pays comme le Burkina Faso, où l'agriculture représente encore plus de 30% du produit intérieur brut, ces mesures visaient à pousser les dirigeants à céder. À Paris, les responsables regrettaient la perte d'accès militaire à des bases stratégiques pour les opérations en Afrique de l'Ouest. À Washington, des auditions parlementaires interrogeaient sur les raisons de l'effritement soudain de l'influence américaine dans une région jadis jugée stable. Pourtant, au Sahel, le ton restait ferme. Ibrahim Traoré déclara aux journalistes « Nous n'échangerons ni notre liberté contre de la nourriture, ni notre souveraineté contre de l'aide ». Pour beaucoup, en Afrique et dans la diaspora, ce fut un tournant, un point de non-retour. L'Occident observait, le Sahel se dressait, et l'équilibre des forces sur le continent africain évoluait sous les yeux du monde. Au Burkina Faso, les conséquences des choix du président Ibrahim Traoré se faisaient sentir dans toutes les strates de la société. En reprenant la maîtrise des mines d'or et en limitant les concessions étrangères, le gouvernement a pu réorienter les revenus vers les priorités nationales. En l'espace de 12 mois, les rapports officiels ont révélé une hausse de 15% des fonds alloués au programme de développement rural. Des villages privés d'électricité fiable depuis des années ont commencé à recevoir des installations solaires. Au nord, là où les groupes armés empêchaient l'accès, des écoles ont rouvert à Djibo et à Arbinda, permettant à des milliers d'enfants de regagner les bancs de l'école. Les forces de sécurité, désormais libres d'organiser leurs opérations sans tutelle étrangère, ont mené des campagnes coordonnées pour repousser les groupes armés de plusieurs provinces clés. Rien qu'en 2023, l'armée burkinabé a annoncé avoir repris plus de 300 villages aux extrémistes. Les agriculteurs sont revenus cultiver des terres abandonnées. Des marchés locaux, autrefois fermés à cause de la violence, ont rouvert leurs portes. Une nouvelle ambiance s'est installée dans les rues. Sur les chaînes africaines, les commerçants interviewés exprimaient un optimisme prudent. Avant, nous attendions les directives de Paris, expliquait un boutiquier. Maintenant, nous faisons nos propres choix. Nous avons un dirigeant qui marche à nos côtés. Les défis, toutefois, subsistaient. L'inflation a grimpé avec le poids des sanctions, et les produits importés se sont raréfiés. Néanmoins, l'administration Traoré misait sur l'autonomie, stimuler la production alimentaire locale, encourager l'artisanat et investir dans la formation professionnelle des jeunes. Le message était limpide, la souveraineté du Burkina Faso ne se négocierait pas pour un répit passager. Au-delà de ses frontières, la position audacieuse du Burkina Faso a provoqué des ondes de choc à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'Alliance des États du Sahel, qui rassemble le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a officialisé un pacte de défense collective. Toute agression visant l'un de ses membres serait désormais perçue comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance. Les armées ont mené des exercices conjoints et des réseaux d'échange de renseignements ont été mis en place afin de surveiller les menaces transfrontalières. Les observateurs de la région ont relevé que cette coopération portait déjà ses fruits de manière concrète. Au Mali, des opérations appuyées par l'AES ont permis de restreindre l'activité des groupes armés dans plusieurs zones du nord.
Au Niger, les autorités ont annoncé avoir intercepté de nombreux convois d'armes avant qu'ils n'atteignent les insurgés. Ces succès ont renforcé l'idée qu'un continent africain pouvait assurer sa propre sécurité sans la tutelle occidentale. Sur le plan politique, l'expérience de l'AES a animé les débats dans des pays voisins comme le Tchad, la Guinée et même le Sénégal. Les citoyens ont commencé à remettre en question la véritable utilité des accords militaires conclus avec l'étranger. La chaîne Africa News a largement relayé ces discussions, mettant en avant des sondages où le soutien aux politiques inspirées par Traoré et le Burkina Faso ne cessait de croître. Pourtant, l'Alliance a dû faire face à d'énormes pressions. Les gouvernements occidentaux ont cherché à marginaliser l'AES sur la scène diplomatique en excluant ses membres de forums économiques régionaux et en reportant le financement de projets d'infrastructures. Certains dirigeants africains, inquiets de voir réduire l'aide ou l'accès au commerce, ont pris leur distance avec le bloc. Malgré tout, l'essentiel du message est resté intact. La souveraineté de l'Afrique mérite d'être défendue, même au prix de lourds sacrifices. Pour Ibrahim Traoré, ces mois ont scellé sa réputation de chef bien au-delà de la nation, faisant de lui un symbole régional. Dans des discours retransmis sur tout le continent, il rappelait « Nous ne luttons pas seulement pour le Burkina Faso, nous nous battons pour chaque enfant africain qui a droit à une vie libre de toute domination étrangère. » Du point de vue de Washington, l'émergence de dirigeants comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso marquait une rupture inquiétante avec les habitudes établies. Sous l'administration de l'ancien président Donald Trump, la politique américaine envers l'Afrique se voulait un équilibre entre l'ouverture économique et la lutte antiterroriste. Trump ne manquait pas de vanter l'immense potentiel d'affaires du continent, notant que 6 des 10 économies ayant la croissance la plus rapide au monde se trouvent en Afrique. Pourtant, son gouvernement maintenait de solides relations avec les alliés occidentaux de longue date, privilégiant la stabilité au détriment de changements radicaux. Quand Traoré a expulsé les militaires français et sollicité l'appui de la Russie, cela a agi comme une alerte pour les responsables américains. Des séances confidentielles, dont le contenu a ensuite été résumé devant le Congrès, présentaient le Sahel comme une zone de grande volatilité stratégique, avertissant que les réseaux antiterroristes américains pourraient être perturbés. Les entreprises américaines, en particulier dans le secteur minier et énergétique, faisaient face à de nouvelles incertitudes concernant la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso et au Niger. Sous l'administration américaine suivante, la stratégie a évolué vers une réponse plus active. Des sanctions ont été décidées en coordination avec les partenaires européens, des restrictions de voyage ont été imposées aux officiels de l'AES et certains financements pour des programmes de développement au Burkina Faso ont été suspendus. Officiellement, le département d'État insistait sur l'importance de la gouvernance démocratique et du respect des droits humains. Mais, dans les milieux politiques africains, ces prises de position étaient interprétées comme une nouvelle tentative d'obliger les dirigeants indépendants à rentrer dans le rang. Sur Safric News, les analystes débattaient de la capacité des États-Unis à s'adapter à l'évolution des rapports de force sur le continent, ou de leur tendance à s'accrocher à un modèle d'influence dépassé. Certains estimaient que Washington risquait de se couper d'une génération entière de dirigeants et de citoyens africains qui ne considéraient plus l'Occident comme un partenaire incontournable. Pendant que la capitale américaine hésitait, d'autres puissances mondiales avançaient résolument. La Russie, par exemple, élargissait sa présence dans le Sahel, fournissant formation militaire, armement et conseillers stratégiques aux membres de l'AES. Les déclarations du ministère russe des Affaires étrangères présentaient la relation comme un partenariat entre égaux, une formule qui trouvait un écho profond dans les pays depuis longtemps habitués aux accords à sens unique. L'Union européenne, cependant, restait divisée. La France, ayant perdu ses bases militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, plaidait pour une position ferme, sanctions, isolement diplomatique et pression via des organisations régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'autres membres de l'Union européenne, notamment l'Allemagne et l'Italie, adoptaient une approche plus pragmatique, estimant que rompre le dialogue ne ferait que rapprocher davantage le Sahel de Moscou. Au sein de l'Union africaine, les débats prenaient une tournure plus vive. Certains États membres saluaient la résistance d'Ibrahim Traoré, la présentant comme un exemple à suivre contre le néocolonialisme. D'autres redoutaient que la stratégie de l'Alliance des États du Sahel n'entraîne encore plus d'instabilité et de difficultés économiques. Cependant, même les opposants reconnaissaient que les prises de position audacieuses du Sahel avaient déclenché des discussions sur la souveraineté et l'autonomie bien au-delà de ses frontières. Selon Africa News, dans des enquêtes menées à la fin de l'année 2023,
plus de 65% des personnes interrogées en Afrique de l'Ouest portaient un regard positif sur l'Alliance des États du Sahel. La majorité considérait que des dirigeants comme Traoré inspiraient davantage confiance que ceux soutenus par l'étranger. Au cœur de ces bouleversements, une question primordiale s'imposait. Le monde accepterait-il un Sahel dirigé par sa propre vision, ou bien les anciennes puissances tenteraient-elles de restaurer l'ordre établi? À la fin de l'année 2023, alors que les capitales occidentales ajustaient encore leur stratégie, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont pris tout le monde de court. L'Alliance des États du Sahel annonçait la signature d'un traité de défense contraignant. Toute attaque contre un membre serait désormais considérée comme une attaque contre tous. Cette décision était hautement symbolique. Pendant des décennies, les pactes de défense mutuelle en Afrique étaient souvent orchestrés ou imposés par des puissances extérieures. Cette fois, aucun intermédiaire occidental, ni supervision de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ni commandement français n'était impliqué. Le traité avait été conçu exclusivement par les dirigeants sahéliens pour défendre les intérêts du Sahel. Quelques semaines plus tard, des exercices militaires conjoints démarraient à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Les forces de l'Alliance des États du Sahel présentaient de nouveaux drones, véhicules blindés et systèmes de surveillance fournis par la Russie. Les observateurs notaient que les manœuvres incluaient aussi bien la guerre conventionnelle que des tactiques de contre-insurrection, révélant la volonté de faire face à toute menace, qu'elle provienne de groupes armés ou d'une intervention extérieure. Africa News soulignait que ce traité allait bien au-delà de la simple préparation militaire. Il s'agissait d'une déclaration politique forte. Le Sahel se disait prêt à défendre collectivement sa souveraineté, quitte à risquer une confrontation ouverte avec des puissances plus importantes. Les analystes avertissaient qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour Washington et Paris. Pour la population du Burkina Faso, la nouvelle suscitait un immense sentiment de fierté. « Nous ne sommes plus seuls », déclarait un jeune soldat aux journalistes. « Nous avons des frères au Mali et au Niger qui resteront à nos côtés jusqu'au bout. » Ce pacte de défense, s'il était un coup stratégique, avait avant tout un impact symbolique puissant. Du jour au lendemain, le visage d'Ibrahim Traoré s'affichait sur des fresques, des affiches et des bannières sur les réseaux sociaux à travers l'Afrique et sa diaspora. Ses discours, notamment la phrase « Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres, nous nous sommes levés pour la prendre », étaient remixés dans des chansons, scandés lors de rassemblements et cités dans les salles de classe. Sur les marchés ouest-africains, des vendeurs proposaient des t-shirts arborant sa silhouette à côté du slogan « Souveraineté maintenant ». Au sein de la diaspora africaine d'Europe, de Paris à Berlin, Traoré devenait un sujet central des discussions autour de la migration, de l'identité et de l'héritage colonial. Africa News rapportait que les recherches en ligne pour Burkina Faso et Ibrahim Traoré avaient bondi de plus de 70% après l'annonce du traité. Même parmi les sceptiques, on reconnaissait à Traoré le mérite d'avoir accompli l'extraordinaire, transformer une lutte nationale en mouvement continental. Certains le comparaient à Thomas Sankara, le dirigeant révolutionnaire du Burkina Faso des années 1980. D'autres le voyaient comme le symbole d'une nouvelle génération de leaders africains déterminés à défier l'ordre mondial établi. Pour le Sahel, cet instant représentait bien plus qu'un simple tournant politique. Il revêtait une dimension culturelle, résonnait dans les émotions et touchait à l'intime de chacun. Aux yeux de la population, Traoré incarnait bien davantage qu'un chef d'État. Il symbolisait l'idée vivante qu'une Afrique fière pouvait choisir sa propre destinée. Ainsi, le sens du bouleversement s'imposait avec évidence. La lutte pour la souveraineté ne se jouait plus seulement dans les cercles du pouvoir ou sur les bases militaires. Elle s'immisçait désormais dans les pensées et les convictions de millions d'âmes. Des étendues arides du Sahel jusqu'aux rivages de l'Atlantique, une métamorphose silencieuse mais irrésistible prenait forme. Le Burkina Faso, que l'on considérait autrefois comme un simple pion sur l'échiquier des puissances mondiales, se dressait aujourd'hui tel un phare, prouvant ce que la ténacité et l'audace rendent possible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des villages entiers avaient été reconquis, les écoles avaient rouvert leurs portes, et le rêve d'une véritable autonomie ne ressemblait plus à une illusion de jadis. Il se rapprochait, tangible, à portée de demain. Toutefois, cette marche vers l'avant n'est pas exempte de sacrifices. Les sanctions pèsent, les adversaires resserrent leur étau, et la menace de déstabilisation plane constamment. Pourtant, la population tient bon, car elle a saisi une vérité essentielle. La liberté, unique et entière, vaut infiniment plus que le confort acheté à bas prix. À mesure que Africa News continue d'écrire cette page d'histoire,
l'interrogation s'étend bien au-delà du Sahel. Cette étincelle gagnera-t-elle tout le continent, ou sera-t-elle étouffée par ceux que sa lumière effraie? Comme l'a proclamé Traoré, nous n'avons pas sollicité l'autorisation d'être libres, nous nous sommes levés pour la conquérir. Si la force d'Ibrahim Traoré vous inspire, faites vivre ce récit autour de vous. Abonnez-vous pour suivre le parcours d'une Afrique qui, désormais, ne pliera plus jamais. Que Dieu protège l'Afrique.